Yo les archos, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, la deuxième partie de la vidéo précédente, du coup, mon résumé du mois de mars. C'est ma dernière vidéo d'avril d'ailleurs, donc voilà. Je pense que la prochaine vidéo, ça va le résumé d'avril. Je pense que j'attendrai un peu la mi-mai pour faire ma vidéo résumé avril. Mais voilà. Du coup, on était sur la guerre en Iran. Donc qui a débuté le 28 février, mais j'ai décidé de pas en parler dans mon résumé février parce que c'était trop tôt. Du coup, j'ai attendu ce mois d'avril. Voilà, donc la semaine dernière, on avait parlé un petit peu du background derrière cette guerre, pourquoi elle s'est produite, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avant, qui a déclenché tout ça. Et puis après, on s'est lancé du coup dans les hostilités, les 2 premières semaines de la guerre. Et du coup, là, je vous propose les 2 autres semaines de cette guerre. Alors, pour que les 2 autres et les quelques jours de la cinquième semaine, donc les semaines 3 4 et le début de la 5, parce qu'en fait, après, du coup, ça dérape un peu sur avril. Et je vous dis la dernière fois que du coup, on ferait jusqu'au jour de cette vidéo, du coup, jusqu'au jour où elle sort, en gros, de faire toutes les hostilités jusqu'à aujourd'hui pour vous garder, du coup, updaté et tout. Mais en fait, je me suis dit que, bon, déjà, ce serait beaucoup trop long. Déjà, là, je pense que j'ai facilement une vidéo de 1 heure et quart sur les mains, rien qu'avec Mars. Et en plus, enfin, voilà. Je me suis dit que ça ferait bien trop long et que en fait pour avril, je pense que pour ma vidéo résumé avril, j'aurais pas beaucoup plus de trucs à dire que de me replonger dans la guerre en Iran ou alors une des conséquences de la guerre en Iran, je sais pas. Mais on en reparlera, c'est sûr. Donc voilà, je voulais du coup pas parler de tout non plus parce qu'après ce serait aussi un peu chiant. Donc voilà. Déjà que la vidéo d'avant était chiante, celle-là va être encore pire. Hein, voilà, ça va être très chiant. Je vais juste parler pendant 1 heure de la guerre en Iran. Clairement, je vais lire mes notes, je vais parler. Je vais faire genre une conférence TED Talk, mais c'est ok. Du coup, je vous propose sans plus attendre de commencer directement hein, cette vidéo. Avec la 3e semaine de guerre, j'ai plus les dates exactes. Je crois que c'était le 13 ou le 14 mars, un truc comme ça. Oui, normalement, c'est le 14 mars que ça commence, du coup. Alors, donc, c'est parti. Au cours de la 3e semaine, du coup, des analystes ont constaté peu de signes de défection ou de désertion significative au sein de l'armée iranienne. Or, les défections militaires sont considérées comme une condition nécessaire à un changement de régime. Voilà, je vous conseille d'ailleurs fortement de regarder la vidéo précédente parce que sinon vous allez rien comprendre. Voilà, est ce que je suis en train de raconter. Et j'ai la flemme de réexpliquer parce que vraiment ça va faire trop long. Donc, les États-Unis ont mené une attaque de grande envergure contre l'île de Karg, un important centre d'exportation de pétrole qui assure 90%, rien que ça, des exportations iraniennes, pardon. Plus de 90 sites militaires ont été visés, tandis que l'infrastructure pétrolière a été épargnée par souci de décence, selon Trump. Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 40% depuis le début du conflit. D'après le CENTCOM, environ 90 cibles militaires ont été frappées, tandis que l'infrastructure pétrolière de l'île n'a pas été touchée. Le 14 mars, du coup, le commandant de la sécurité du Kataïb Hezbollah, je rappelle que c'est un groupe terroriste libanais, Abu Ali al-Askari, a été tué lors d'une frappe aérienne à Bagdad, selon le groupe. Les 2 premiers étages de l'hôtel Royal Tulip Al Rached, situé dans la zone verte de Bagdad, du coup, ont été touchés par un drone alors qu'il accueillait une délégation de l'Union européenne et de l'Arabie saoudite. L'attaque n'a été revendiquée, cependant, compte tenu de la proximité d'une attaque similaire survenue 48 heures plus tôt seulement contre l'ambassade américaine à Bagdad, des soupçons d'implication iranienne ont été émis. Euh, le 16 mars, la Chine et les pays européens membres de l'OTAN, alignés sur les États-Unis, ont rejeté l'appel de Trump à fournir un soutien militaire pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Voilà, donc en gros, ils ont un peu tourné leur dos à Trump. Il n'était pas content du coup parce que Trump a demandé du coup ses alliés de l'OTAN, qualifiant leur décision de grave erreur. Voilà, je vais utiliser beaucoup de guillemets aujourd'hui. Le 17 mars, Trump a publié une déclaration sur Truth Social. Je rappelle que Truth Social, c'est son propre réseau social, voilà, il y a globalement que lui dessus. Hein. Renonçant à l'assistance de l'OTAN et de manière inattendue à celle des alliés des États-Unis dans la région Indo-Pacifique, donc à savoir le Japon, la Corée du Sud et l'Australie, pour avoir refusé de participer aux attaques menées
par les États-Unis contre l'Iran pendant la guerre. Donc même leurs alliés Indo-Pacifique, Japon, Corée du Sud, Australie ont dit non, on va pas s'impliquer là-dedans, ce qui est logique. Je rappelle que l'Australie, c'est globalement un pays neutre et le Japon, ils n'ont pas nécessairement une bonne réputation au niveau de guerre. Et la Corée du Sud, ils ont déjà leurs problèmes avec la Corée du Nord. Je pense que ça se comprend qu'aucun d'entre eux veuille participer à cette guerre. Donc voilà. Dans cette même déclaration, du coup, Trump a affirmé que les États-Unis n'ont besoin de l'aide de personne hein, concernant ce conflit. Au petit matin du 17 mars, plusieurs hauts responsables iraniens, dont Ali Larijani et le chef des Basij qui s'appelle Gholam Reza Soleimani, furent la cible de frappes aériennes israéliennes. Pardon, de frappes aériennes israéliennes. Leurs décès furent confirmés ultérieurement par les médias d'État iraniens. En représailles, du coup, l'Iran lança une salve de missiles qui tua 2 civils israéliens à Ramat Gan, ville à Israël. Le même jour, Israël lança une offensive terrestre au sud Liban. On parlera plus du Liban un peu plus tard et même plus dans de prochaines vidéos. Je pense clairement que le Liban, c'est un peu le pays qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, donc vous en entendrez parler sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas. Le 18 mars, marquant une escalade majeure, Israël a frappé le champ gazier de South Pars dans le golfe Persique et sa raffinerie voisine en Iran, en coordination du coup avec les États-Unis forcément. En représailles, l'Iran a attaqué le plus grand terminal de production de GNL au monde, au Qatar. Trump a affirmé ne pas être au courant de l'attaque de South Pars, bien sûr. Ça ressemble un peu à South Park d'ailleurs, voilà, ça me fait penser à ça. Bref. Il a promis qu'il n'y aurait plus d'attaques israéliennes contre les infrastructures pétrolières iraniennes, pardon, et a menacé l'Iran de représailles s'il continuait à attaquer les infrastructures énergétiques qataries, évidemment. C'est l'Iran qui attaque, c'est toujours leur faute. Le même jour, Israël a annoncé avoir tué le ministre iranien du renseignement, qui s'appelait plutôt du coup Esmail Katib, lors d'une frappe aérienne nocturne. Pezeshkian a confirmé le mot de Katib, la mort pardon, de Katib le jour même. Un salon de coiffure à Beitawa a été touché par un projectile, tuant 4 femmes et en blessant 6 autres. Les autorités israéliennes ont déclaré qu'il s'agissait très probablement de munitions à fragmentation, pardon, tandis que les autorités palestiniennes ont évoqué la possibilité d'un tir accidentel d'un intercepteur israélien. Voilà, je rappelle que Beitawa, c'est à Israël, je crois, peut-être du côté palestinien, mais je suis pas sûr. Le 19 mars, un F-35 américain a effectué un atterrissage d'urgence après avoir été vraisemblablement touché par les forces iraniennes. Une raffinerie du groupe Bazan à Haïfa, donc Israël, a été touchée lors d'une attaque de missiles iranienne de plus grande envergure menée dans la région en représailles des attaques israéliennes contre les installations gazières du coup de South Pars. Netanyahou a insisté sur le fait que on ne peut pas faire une révolution depuis les airs. Ok, cool. Et que il faut une composante terrestre. Je ne vous dévoilerai pas toutes les options. Voilà, il a dit ça. Il est cachotier, le petit Netanyahou, le petit Benjamin, il a des petits secrets. Voilà. Laissant entendre qu'il était possible de mener des opérations d'assaut limitées, impliquant des soldats au sol en Iran. On est encore une fois ravis. Les États-Unis ont lancé une campagne aérienne contre les navires et les drones iraniens dans le détroit d'Ormuz afin d'obtenir sa réouverture à la navigation internationale. L'amiral Brad Cooper a déclaré que l'armée américaine avait jusqu'à présent frappé plus de 8000 cibles militaires iraniennes, dont 130 navires. Le 21 mars, les États-Unis ont mené des frappes contre le site nucléaire de Natanz à l'aide de bombes anti-bunker. La Russie a condamné ces frappes, les qualifiant de violations flagrantes du droit international. Tandis que l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA je rappelle, pour ceux qui n'auraient toujours pas vu la vidéo d'avant, a appelé à la retenue militaire afin d'éviter tout risque d'accident nucléaire. Je suis obligé d'utiliser beaucoup de guillemets, sinon ça n'a pas de sens. Pour que vous compreniez qui c'est qui parle. Là, c'était l'AIEA qui a parlé, par exemple. En représailles, l'Iran a bombardé la ville israélienne de Dimona, dans le sud du pays, faisant au moins 78 blessés. L'Iran a affirmé avoir ciblé le centre de recherche nucléaire Shimon Peres Negev. Voilà. Ils cherchent la merde. Tous, ils cherchent la merde. Citant des responsables américains anonymes, CNN et le Wall Street Journal ont rapporté que l'Iran avait tenté, sans succès, de frapper la base militaire conjointe américano-britannique de Diego Garcia. Il me semble qu'on a déjà parlé sur cette chaîne, mais j'ai celui. Situé dans l'archipel des Chagos.
territoire britannique de l'océan Indien, du coup. Hein. Selon ces sources, l'un des missiles s'est désintégré en vol, tandis qu'un autre a été intercepté par un missile de défense aérienne SM-3 tiré par un navire de guerre américain. Voilà. Israël a affirmé que l'Iran avait utilisé un missile balistique intercontinental à 2 étages pour cibler l'île. L'Iran a nié avoir lancé des missiles vers Diego Garcia, dénonçant une opération sous faux drapeau menée par Israël, bien sûr. Aucune preuve n'a été apportée que les missiles iraniens présumés se soient approchés de Diego Garcia, ni qu'un seul ait été intercepté. Voilà, voilà. Le mouvement Houthi au Yémen, on n'a pas encore parlé de, je crois, a averti qu'il riposterait à toute escalade contre l'Iran, notamment aux tentatives de réouverture du détroit d'Ormuz. Euh, il a spécifiquement mis en garde les 2 pays arabes qui se sont proposés pour rejoindre la campagne pardon, du détroit d'Ormuz, donc Bahreïn et les Émirats arabes unis, qu'ils seraient les premiers à perdre cette bataille. Voilà. Les Houthis ont également menacé de se joindre au conflit si les alliés des États-Unis participaient à l'attaque contre l'Iran ou si les États-Unis et Israël utilisaient la mer Rouge pour mener des opérations. Vous avez donc compris que les Houthis sont très très pro-Iran. Voilà. Je sais pas s'ils sont chiites, j'imagine que oui du coup. Je vais pas expliquer la différence entre sunnites et chiites dans cette vidéo parce que j'ai la flemme, mais voilà. Faites des recherches là-dessus si vous voulez, c'est très intéressant. Le gouvernement libanais a expulsé l'ambassadeur iranien. On se demande pourquoi. Trump a lancé un ultimatum à l'Iran menaçant de frapper ses centrales électriques si le détroit d'Ormuz n'était pas rouvert sous 48 heures. L'Iran a durci sa position, menaçant de fermer complètement le détroit d'Ormuz et de frapper des infrastructures vitales dans toute la région, notamment les installations énergétiques et de dessalement essentielles à l'approvisionnement, j'ai du mal à parler, à l'approvisionnement en eau potable. Reza Pahlavi, figure de l'opposition iranienne, pardon, je n'ai pas mis de point, j'ai oublié de mettre un point. Donc, notamment les installations énergétiques et de dessalement essentielles à l'approvisionnement en eau potable. Reza Pahlavi, figure de l'opposition iranienne et ancien prince héritier, j'avais pas compris que c'était un homme, a exhorté Trump et Netanyahou à cibler les infrastructures militaires tout en épargnant les infrastructures civiles dont les Iraniens auront besoin pour reconstruire leur pays. Voilà. À mi-chemin de l'échéance, Trump a annoncé le report, voilà, le report des frappes contre les centrales électriques iraniennes de 5 jours et a déclaré que les États-Unis négociaient avec l'Iran pour mettre fin à la guerre. L'Iran a nié la tenue de ces pourparlers et a qualifié le président de menteur. Voilà. On est dans une cour de récré ou que vous n'avez pas compris. Voilà, le Moyen-Orient, c'est une cour de récré. Complètement. L'Iran a rejeté le plan de paix en 15 points présenté par les États-Unis. Et l'Iran a aussi insisté sur le fait que le Liban devait être inclus dans un accord de cessez-le-feu, conditionnant ainsi ce dernier à la fin de la guerre du Liban contre le Hezbollah en 2026. Le 24 mars, Israël ou ses alliés, attention, ont abattu un missile iranien survolant le Liban à haute altitude, selon l'armée libanaise, qui a également confirmé que le missile ne visait pas le Liban. C'était la première fois depuis le début du conflit qu'un missile iranien était abattu au-dessus du territoire libanais. Voilà. Vous avez bien compris par par mon utilisation du prétérit que ce n'est pas la dernière. Une frappe américaine contre la base militaire d'Abaniya, qui abrite des unités des forces de mobilisation populaire, dans le gouvernorat d'Al-Anbar, a tué 7 membres des forces armées irakiennes et en a blessé 13 autres. En réponse, le premier ministre irakien, Mohamed Shia al-Soudani, a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade américaine à Bagdad. Les médias d'État iraniens ont menacé de s'emparer du territoire bahreïni et émirati si les États-Unis commettent la moindre erreur, tout en signalant leur volonté d'ouvrir un nouveau front au Yémen en fermant le détroit de Bab el-Mandeb aux outils. Pas les outils marteau tronçonneuse, hein, les outils du Yémen. HOUTHIS. Israël a affirmé avoir tué le commandant en chef de la marine iranienne Ali Reza Tamkhiri, prétendument dans le cadre d'une tentative de réouverture du détroit d'Ormuz, on y croit, dont la fermeture aurait été imputée à Tamkhiri par le général Katz. Voilà. On en a parlé beaucoup de fois dans la vidéo précédente du général Israël Katz. Son nom, c'est vraiment Israël. Hein. Le 27 mars, au lendemain de l'annonce par Trump et Exet de la neutralisation
de l'armée iranienne. Une frappe de missiles et de drones iraniens contre la base aérienne Prince Sultan a endommagé plusieurs avions ravitailleurs américains et blessé au moins 15 soldats américains. Voilà, donc la neutralisation, elle est bien belle, elle est très belle, elle est très jolie. Cette neutralisation, elle est très imaginaire, très inventive, on va dire. Un E3 Sentry a également été endommagé. Voilà, si ça vous intéresse. L'analyste militaire, et là je ne sais pas comment on dit ça, Cédric Layton, j'imagine. En plus, je parle anglais, mais là c'est dur. A qualifié l'attaque de coup dur porté aux capacités de surveillance sous-entendues américaines. L'Iran n'a montré aucun signe de vouloir céder son contrôle sur les détroits d'Ormuz, ce qui, à ce stade de la guerre, paraît au final assez logique. Le même jour, l'Iran a empêché 2 navires chinois d'entrer dans le détroit et a cherché à instaurer des droits de passage pour les navires qui le traversent. Ça me choque qu'il n'y en avait pas avant. Enfin bref, malgré les pressions en faveur du dialogue, le ministre israélien de la Défense, donc je rappelle Israël Katz, a publiquement promis d'intensifier et d'étendre les frappes israéliennes en Iran. On est ravis, encore une fois, de l'apprendre. Le même jour, il a été confirmé que le complexe d'eau lourde Shahid Kondab à Arak, utilisé par le passé pour des essais d'enrichissement d'uranium, ce qu'on utilise pour faire des nukes, et l'usine de production de Yellow Cake d'Ardakan, dans la province de Yazd, avait été endommagée par des frappes aériennes israéliennes. Voilà, ils ont tenu leur parole, et ça c'est bien, c'est des hommes de parole. Même si, des fois, on aurait bien aimé que ce ne soit pas le cas. Donc, les outils sont entrés, les outils, pardon, je devrais dire plutôt les outils, parce que sinon c'est perturbant. Et après aussi, à chaque fois que je pense aux outils, je pense d'abord aux Hutus du Rwanda et du Burundi. Voilà, donc c'est un peu con. Bref. Les Houthis sont entrés en guerre le 28 mars en lançant un missile balistique vers Israël. Voilà, ça y est, ils sont obligés d'intervenir dans tous les conflits, les Houthis, c'est évident. Euh, Ils avaient déjà fait pareil d'ailleurs pour la guerre à Gaza. Alors, ils ont affirmé avoir ciblé des sites militaires israéliens sensibles et ont juré de poursuivre les attaques jusqu'à ce que l'agression sur tous les fronts de la résistance cesse. Ça peut durer longtemps du coup. Le missile a été intercepté et aucune victime n'a été signalée. Les Houthis ont ensuite lancé un second missile sur Eilat. En réponse, aidez-moi, prendre des cours d'élocution. Voilà. Bref. En réponse, le gouvernement yéménite internationalement reconnu a condamné les tentatives répétées de l'Iran d'entraîner le Yémen dans le conflit. C'est sûr que je pense que l'Iran, ils ont que ça à foutre. En même temps, ça m'étonnerait pas d'eux. Par le biais de ces milices terroristes, le même jour, 2500 marines marines plutôt du coup américains, de la 31e unité expéditionnaire des Marines sont arrivés au Moyen-Orient. Ils sont destinés à participer aux efforts visant à ouvrir le détroit d'Ormuz, bien sûr. C'est l'élément principal de cette vidéo, vraiment. Le commandement central américain a déclaré avoir frappé plus de 11 000 cibles en Iran depuis le début du conflit. Top. Le 28 mars, des frappes aériennes conjointes américano-israéliennes ont gravement endommagé plusieurs infrastructures résidentielles et civiles, pardon, dont l'Université iranienne des sciences et technologies. En représailles, l'Iran a menacé d'attaquer des établissements d'enseignement supérieur israéliens, bien sûr, et américains aussi, du coup, à travers le Moyen-Orient. Des frappes aériennes ont également touché un réservoir d'eau de 10 000 mètres cubes à Aftkel, dans la province du Khouzestan. Un missile iranien a frappé une usine chimique dans la zone industrielle de Neot Ovav. Neot Ovav, je ne sais pas comment on prononce ça, je ne sais pas parler hébreu, c'est chiant à prononcer l'hébreu. Blessant une personne et faisant craindre une fuite dangereuse. Un convoi de forces de mobilisation populaire irakienne a été aperçu entrant à Khorramshahr, dans le sud-ouest de l'Iran. Ali Reza Jafari, un enfant soldat de 11 ans, oui, un enfant soldat, vous avez bien entendu cette phrase, donc de 11 ans, je rappelle, hein, est décédé des suites d'une frappe de drone israélienne, voilà. Merci Israël, au final. Le 30 mars, Trump déclara sur Truth Social que si aucun accord n'était rapidement conclu et que le détroit d'Ormuz ne rouvrait pas, les États-Unis mettraient fin à la guerre en détruisant toutes les centrales électriques, les puits de pétrole, l'île de Karg et peut-être toutes les usines de dessalement iraniennes. Peut-être, ça va dépendre de mon humeur.
La faisabilité et la pertinence stratégique de certaines de ces menaces furent toutefois contestées. On se demande encore une fois énormément pourquoi. Le même jour, la Turquie et l'OTAN interceptèrent le quatrième missile dirigé vers le territoire turc. Ça commence à faire beaucoup pour une erreur. L'Iran nia avoir tiré un missile sur la Turquie, évidemment, affirmant qu'il s'agissait d'une opération sous faux drapeau. Ils disent beaucoup ça, c'est leur expression préférée. Les États-Unis commencèrent à faire voler des bombardiers B-52 au-dessus du territoire iranien pour la première fois, signe de leur confiance dans la supériorité aérienne sur l'Iran du coup. Ils utilisèrent ces bombardiers pour cibler un dépôt de munitions et une base aérienne à Ispahan, provoquant d'importantes explosions. Ispahan, c'est une énorme ville en Iran. Des États du Golfe alliés aux États-Unis, tels que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et Bahreïn, auraient fait pression sur Trump pour qu'il poursuive la guerre jusqu'à ce que des changements significatifs interviennent au sein du pouvoir iranien. La journaliste américaine Shelly Kittelson a été kidnappée à Bagdad par Kataïb Hezbollah, la faction du coup la plus puissante au sein des FMP, hein, qui exigeait que le gouvernement irakien libère plusieurs membres détenus du groupe. C'est tout pour les hostilités. Voilà, du coup, j'ai fait jusqu'au 30 mars à peu près, ou 31. Non, plutôt le 30 mars. J'ai décidé de m'arrêter là. Sinon, vraiment, je pouvais trouver énormément bien plus d'infos qui va jusqu'à aujourd'hui, 26 avril. Je sais pas si la vidéo va sortir le 26 ou le 27, mais bref. Donc, allant jusqu'au 26 avril en tout cas. Vraiment, c'est fou. Cette guerre continue. On va en entendre parler pendant très longtemps, je pense, de nombreuses années à venir, même si elle sera terminée. Je pense que ça va marquer les esprits. Parce qu'après, honnêtement, enfin, clairement, on va pas se mentir, c'est pas une guerre qui va durer très longtemps. C'est ce genre de guerre qui, alors, c'est possible qu'elle se finisse en paix dans pas longtemps, mais si elle finit dans moyennement longtemps, ça veut dire qu'elle s'est finie par une catastrophe. Clairement, elle s'est finie parce que tout le monde en Iran est mort. Peut-être, enfin, je sais pas, un truc comme ça. Ou alors ils ont vraiment détruit, en effet, tous les sites nucléaires de l'Iran. Je sais pas. C'est ce genre de guerre qui pourrait se finir comme ça. Ou alors, parce que à l'inverse, c'est l'Iran qui a gagné. Et, je sais pas, ils ont réussi à détruire tous les sites nucléaires américains au Moyen-Orient et israéliens. Et du coup, les États-Unis se sont capitulés. Je ne sais pas. Mais ça peut se terminer de plein de manières différentes. Mais dans tous les cas, je pense pas que ça va se terminer dans très longtemps. Clairement, si c'est une guerre qui dure plus de, disons, 2 ans, ça me surprendrait énormément. Parce que je pense que, clairement, c'est pas que l'Iran n'a pas que ça à foutre, c'est que les États-Unis n'ont pas que ça à foutre. L'Iran, ils peuvent faire ça pendant 10-15 ans sans problème. Les États-Unis, ils vont vite se lasser. Clairement, eux, plus de 3 ans de guerre, ils commencent à se faire chier, clairement. Donc, je pense que ça va pas durer très longtemps. Enfin bref, maintenant, c'est l'heure de passer à notre prochaine partie, les frappes et les victimes de cette guerre, parce qu'évidemment, il y a eu énormément de victimes. Maintenant, c'est l'heure de les commémorer un petit peu. Les États-Unis et Israël ont éliminé de nombreux commandants et dirigeants iraniens dès le premier jour de la guerre, grâce à une opération de désinformation réussie. Cette opération a fait croire à l'Iran que des frappes n'étaient pas imminentes, a fait croire. De ce fait, des groupes de hauts responsables iraniens ont continué à se réunir en personne. Ces rassemblements ont été ciblés lors des premières frappes, ce qui me paraît malheureusement assez logique. Une partie de la désinformation consistait à divulguer des informations sur le déploiement de F-22 américains afin de masquer le fait que les préparatifs étaient plus avancés sur d'autres bases. Les conversations téléphoniques entre Trump et Netanyahou avant la guerre n'ont pas été rendues publiques afin de minimiser la possibilité d'une première frappe iranienne du coup. Le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Efi Defrin, a déclaré que des mois de désinformation stratégique et opérationnelle conjointe américano-israélienne basée sur l'imagerie satellite avaient précédé la guerre. Voilà. Euh, donc, je sais même pas quoi dire là-dessus. C'est mensonge sur mensonge. En fait, c'est une guerre qui est basée sur le mensonge, qui est basé sur le bluff. On dirait juste une partie de poker. Au final, cette guerre, je comprends plus rien. Est-ce que c'est une guerre ou est-ce qu'on joue à un jeu de cartes au final? Je ne sais pas. Je sais plus où on en est là. Enfin bref. Donc cette désinformation concernait notamment des avions et d'autres installations. La nuit de la première frappe, le général des brigades Defrin et le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, ont quitté le quartier général de Tsahal avec leur voiture de fonction. Ils sont revenus sans aile afin que les images satellites montrent que leur base n'était pas pleine
et que leurs avions de combat n'étaient pas armés et prêts au combat. Voilà, bluff. Lors de cette première frappe, 3 rassemblements distincts de responsables du régime iranien ont été touchés à une demi-minute cet intervalle, donc 30 secondes. Le 28 février 2026, Ali Khamenei, guide suprême de l'Iran, et j'ai un voice crack absolument incroyable, est assassiné lors d'une frappe aérienne israélienne, pardon. C'est toujours chiant à dire ça, aérienne israélienne. Le 1er mars, les médias d'État iraniens annoncent son décès. L'agence de presse Fars, contrôlée par les gardiens de la révolution, annonce également la mort de sa fille, de son gendre, de sa petite fille et de sa belle-fille. Celle-ci s'appelle Zara Adadadel. Est-ce que j'ai mis son nom juste parce que je l'ai trouvé drôle? Bon, passons. Le gouvernement iranien décrète un deuil national de 40 jours. Ça paraît un peu beaucoup, mais bon, c'est l'Iran. Le 13 mars, l'armée israélienne estimait qu'entre 3000 et 4000 soldats et commandants iraniens avaient été tués. Voilà, je pense qu'ils sont très fiers. Le 17 mars, Israël a assassiné Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité, on en a déjà parlé avant, de sécurité nationale iranien, pardon. Le commandant et le gardien de la révolution iranien, Mohammad Pakpour, et le secrétaire du Conseil de défense, Ali Shamkhani, ont été déclarés morts fin mars également. Le 18 mars, l'organisation Ngaou pour les droits de l'homme estimait que plus de 5300 membres de l'armée iranienne avaient été tués. Voilà, eux, je pense qu'ils sont moins fiers. Le 31 mars, Iran International a rapporté comment 4700 membres des forces de sécurité avaient été tués. Les chiffres sont quand même assez différents, mais globalement, malheureusement, assez proches. Enfin, assez différents, mais assez proches. Enfin, je veux dire qu'il y a un moment où on fait plus la différence entre ce qu'avait dit Israël, donc 3000, et là, ce qu'avait dit ici Ngao, 5300, ni même ce qu'a dit Iran International, 4700. Je pense qu'entre 3000 et 5300, tu fais pas la différence. Certes, tu peux faire la différence si tu les vois en face de toi, toutes les personnes. Tu fais pas la différence si tu calcules le nombre de morts. Dans les deux cas, tu te dis c'est beaucoup. Et même si on avait dit 10 000, on aurait dit c'est beaucoup. Enfin bref. Le premier jour de la guerre, l'école primaire de filles, pardon, Shajar et Taïebé à Minab a été touchée par une frappe américaine selon l'Iran. L'établissement se situait près du complexe militaire Saïd al-Shuhada, dont il faisait autrefois partie d'ailleurs. Bien que le nombre de victimes n'ait pas été confirmé de manière indépendante, les médias d'État iraniens ont rapporté que plus de 175 personnes, principalement du coup des enfants, avaient été tuées et 95 blessées. Une vidéo montre un missile Tomahawk frappant un bâtiment adjacent à l'école. Les premières conclusions d'une enquête militaire américaine indiquent que la frappe est due à des données de ciblage obsolètes. Bien sûr. Non, en vrai c'est possible, mais bon, je fais gaffe quoi. Au moins 20 civils, principalement des familles réunies après la rupture du jeûne du Ramadan, ont été tués place Niloufar à Téhéran les 1er et 2 mars, selon les médias d'État iraniens. Le 3 mars, le Croissant Rouge iranien a annoncé la mort de plus de 600 civils, tandis que l'agence HRANA en recensait 1097. Voilà, encore une fois, grosse différence, mais nous on la fera pas cette différence. Le 7 mars, le Croissant Rouge a indiqué que plus de 6668 cibles civiles avaient été visées par les frappes américano-israéliennes, dont 5535 habitations, 1041 commerces, ça fait beaucoup de commerces vraiment, 14 centres médicaux, ça c'est honteux, 65 écoles, encore plus honteux, et 13 centres affiliés au Croissant Rouge. Génial. Middle East Eye, un média anti-israélien, a rapporté que les États-Unis avaient mené des frappes aériennes combinées, ce que les États-Unis démentent. Au 23 mars, HRANA estimait qu'au moins 15% des victimes avaient moins de 18 ans, ce qui est horrible. Une frappe aérienne israélienne menée le 9 mars dans le quartier de Ressalat à Téhéran a détruit un bâtiment affilié au Basij ainsi que 3 immeubles résidentiels faisant entre 40 et 50 morts. Selon une analyse de la BBC, Israël a utilisé des bombes Mark 82, c'est un nom très drôle, lors de cette attaque. Le 27 mars, l'Iran a signalé des dégâts sur au moins 120 sites historiques, ce qui est assez énorme également. L'attaque meurtrière contre des bâtiments résidentiels et une salle de sport dans la ville de La Merde. Je ne ferai pas de blague sur son nom de ville, voilà. Oui, c'est une ville qui s'appelle La Merde. Et alors l'attaque meurtrière contre des bâtiments résidentiels et une salle de sport dans la ville de La Merde a fait 21 morts, dont 4 enfants. Voilà, c'est pour ça qu'il faut pas rigoler. Et 100 blessés. Pas sans SNS, sans tout pile, sans le chiffre. Voilà, le nombre.
Le 5 mars, l'Organisation mondiale de la santé avait recensé 13 sites de santé iraniens touchés, ainsi qu'un au Liban. Le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que les États-Unis avaient frappé une usine de dessalement sur l'île de Keshm, nom étrange, privant d'eau potable 30 villages. Voilà, encore une fois, on adore. Les États-Unis et Israël ont démenti toute attaque, parce que évidemment. Le consulat russe à Espagne a été endommagé également. Le 1er mars, on revient un peu en arrière, 6 soldats américains ont été tués et plus de 30 blessés lors d'une attaque de drones iraniennes près du camp Arif Jan à Port Shuaïba au Koweït. Les victimes appartenaient à la réserve de l'armée américaine et étaient affectées au 103e commandement de soutien expéditionnaire basé à Des Moines dans l'Iowa. Oui, la ville s'appelle vraiment Des Moines. Et oui, en anglais, elle s'appelle aussi Des Moines, écrit exactement comme en français, D-E-S plus loin M-O-I-N-E-S. Je trouve ça très drôle ce nom de ville, vraiment Des Moines, ça m'a fait toujours rire. Le 4 mars, le caporal Kevin Melendez du corps des marines des États-Unis est décédé en Arabie Saoudite dans des circonstances non hostiles. Oui. Le 8 mars, le CENTCOM a annoncé le décès d'un soldat de la garde nationale suite à une urgence médicale. Le sergent Benjamin N. Pennington, soldat de la première brigade spatiale, blessé lors d'une attaque contre la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite le 1er mars, est décédé des suites de ses blessures du coup le 9 mars. 6 aviateurs américains ont trouvé la mort le 12 mars lors du crash de leur avion ravitailleur KC-135, cassé en effet, dans l'ouest de l'Irak. Le CENTCOM a précisé que l'accident n'était pas dû à une action hostile, mais à un accident impliquant un autre appareil américain. Voilà, jamais de la faute de personne. Le 13 mars, l'armée américaine a annoncé publiquement qu'environ 140 militaires américains avaient été blessés, ce qui est encore une fois énorme. Pas autant que les autres chiffres qu'on avait avant, mais c'est quand même pas mal. Une attaque menée le 27 mars contre la base aérienne Prince Sultan a endommagé plusieurs avions ravitailleurs et détruit un Boeing E-3 Sentry, blessant au moins 15 soldats américains du coup. L'USS Gerald R. Ford, le plus grand porte-avions déployé dans la région, a été endommagé par un incendie qui s'est déclaré 12 mars. Voilà, ça fait beaucoup de victimes. Autant, évidemment, quand on dit victimes, je veux dire, bien sûr des victimes humaines, mais aussi des victimes, des dommages collatéraux, style bâtiment, infrastructure. Voilà, ça aussi ça compte. La marine américaine a indiqué que l'incendie, qui a pris naissance dans une buanderie, drôle, a fait plusieurs a fait plusieurs blessés parmi les marins et n'était pas lié au combat. Point. Voilà. Voilà. Anyways, le porte-avions connaissait déjà d'autres problèmes mécaniques, notamment un dysfonctionnement de son système de traitement des eaux usées. Yes, avant même son arrivée par là au Moyen-Orient. J'arrête pas de me rapprocher de vous, voilà, c'est très intime. D'après plusieurs sources, les 17 et 18 mars, le Gerald Air Ford a suspendu ses frappes aériennes et a mis le cap sur la base navale de Crète pour y effectuer des réparations. Voilà. De nombreuses bases militaires américaines proches de l'Iran ont été rendues quasiment inhabitables suite aux frappes iraniennes. Oui. Au cours des 2 premières semaines du conflit, les attaques iraniennes ont causé 800 millions de dollars de dégâts aux bases. Énorme. J'arrêterai pas pardon, de dire ce mot. Hein. Énorme. Donc, parmi les bases touchées figurent Al-Sadr et Al-Ruwais, oui, aux Émirats Arabes Unis, la base navale de Bahreïn, Ali Al-Salem au Koweït, Al Udeid au Qatar et Prince Sultan du coup en Arabie Saoudite. Hein. Selon des sources anonymes, ces dégâts ont affaibli les capacités militaires américaines, logique. De nombreux militaires américains ont été relogés dans des hôtels et des bureaux, ce qui a suscité des inquiétudes quant à une possible utilisation de civils comme boucliers humains par les États-Unis. Ça me choquerait pas d'eux, franchement. Une attaque contre un hôtel à Bahreïn a blessé 2 employés du Pentagone. Yes. En Israël, la première attaque a touché un immeuble, pardon, résidentiel, faisant un blessé. Le Magen David Adom a rapporté que les premières attaques iraniennes avaient fait 89 blessés. C'est un journal israélien, pardon, j'ai oublié de préciser, le Magen David Adom. Il a rapporté que les premières attaques iraniennes avaient fait 89 blessés, dont 3 directement et les autres indirectement, la plupart étant du coup des civils. Le 28 février, une frappe directe à Tel Aviv a tué une femme et blessé 22 autres personnes, dont une grièvement. Le 1er mars, une frappe a touché une synagogue et des immeubles résidentiels.
à Beit Shemesh, faisant 9 morts et 49 blessés. Le 9 mars, 2 ouvriers ont été tués à Yehoud, en périphérie de Tel Aviv, après avoir été touchés par des sous-munitions d'un missile iranien équipé d'une ogive à fragmentation. Le 17 mars, une munition à fragmentation tirée par un missile iranien a touché un immeuble d'habitation à Ramat Gan, on a déjà parlé de cette ville, tuant 2 personnes. Dans un communiqué, le corps des gardes de la révolution islamique a qualifié ce bombardement de vengeance pour le sang du martyr Dr Ali Larijani, je sais pas pourquoi docteur, j'ai mis qu'il y avait un docteur ou quelque chose, et de ses compagnons, tués la veille du coup. Selon CNN, l'utilisation de munitions à fragmentation constitue une violation du droit international. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est CNN, c'est globalement c'est comment dire, c'est notre France 2 quoi, c'est notre ouais, c'est ça, c'est notre France 2 en fait. Ou notre W9 ou je sais pas quoi, enfin votre la chaîne d'info quoi, américaine. NR Jensen Jones de l'Armament Research Services, l'ARS, a déclaré que ce type d'ogive est utilisé principalement pour semer la terreur parmi la population civile. Le directeur exécutif de l'Association pour le contrôle des armements a qualifié d'acte délibéré l'utilisation par l'Iran de munitions à sous-munitions dans des zones résidentielles israéliennes pendant la guerre, déclarant: il semble que l'Iran les lance sur des zones relativement peuplées, probablement dans le but de causer des dommages aux civils. No shit Sherlock. Ni l'Iran ni Israël ne sont signataires de la Convention sur les armes à sous-munitions, et ces 2 pays figurent parmi les 17 qui produisent des armes à sous-munitions ou se réservent le droit de le faire. Voilà. Plus de 2000 personnes ont été tuées et plus de 4000 blessés lors des frappes israéliennes au Liban. Voilà, on en reparle du Liban. Le Liban indique que plus d'1 million de personnes, soit un sixième de sa population, ont été déplacées. On y reviendra sur ce chiffre-là. Durant le conflit, 6 casques bleus de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, du NUFL du coup, ont été tués et 11 blessés. En Irak, 2 membres des forces de mobilisation populaire, des FMP du coup, soutenus par l'Iran, ont été tués et 3 autres blessés lors d'une attaque américano-israélienne, bien sûr, le 28 février. Un rapport ultérieur a fait état de 3 morts. Les 1er et 2 mars, du coup, les États-Unis et Israël ont mené plusieurs attaques contre des milices irakiennes soutenues par l'Iran afin d'affaiblir leur capacité militaire. Outre Israël, l'Iran a mené des frappes contre plusieurs États du Golfe. Les frappes iraniennes contre Bahreïn ont fait 3 morts. Celles contre le Koweït ont tué 4 soldats et 4 civils. Les frappes contre Oman ont fait 3 morts. Celles contre l'Arabie Saoudite ont fait 2 morts. Et après, les frappes contre les Émirats Arabes Unis ont tué 2 soldats et 6 civils. L'Iran a également frappé du coup le Qatar, l'Azerbaïdjan et le territoire britannique d'outre-mer d'Akrotiri et de Dekelia à Chypre. Là, il n'y a pas eu de mort. Les attaques iraniennes ont touché des infrastructures militaires de pays membres de l'OTAN dans la région, notamment une installation italienne en Irak et au Koweït et une base navale française aux Émirats Arabes Unis. J'ai pas trouvé la source de ces citations, malheureusement. Voilà, ça c'est toutes les victimes de cette magnifique guerre. Enfin, pas toutes, évidemment, je vais pas toutes les citer non plus. Il y a eu énormément de morts, malheureusement. Mais les victimes principales dont vous devez, que vous devez connaître. Voilà. Je crois que je suis à peu près qu'à la moitié de mon speech, donc ça va vraiment être une vidéo extrêmement longue, j'en suis désolé. Donc, on va maintenant passer aux impacts qu'a eu cette guerre. On va commencer par les impacts directs, les impacts physiques. Donc déjà, le décès d'Ali Khamenei a entraîné l'élection d'un nouveau guide suprême. Conformément à la constitution iranienne, un conseil de direction intérimaire a été institué le 1er mars pour exercer les fonctions du chef d'État jusqu'à l'élection d'un nouveau guide suprême. Mojtaba Khamenei a été élu le 8 mars 2026 pour succéder à son père au poste de guide suprême, et le corps des gardiens de la révolution islamique, ainsi que les plus hauts dirigeants iraniens, dont Mohammad Baghar Ghalibaf, Ali Larijani, on en a déjà parlé, et Massoud Pezeshkian, on en a également déjà parlé, lui ont prêté allégeance. Fin mars, le New York Times décrivait les dirigeants iraniens comme paralysés, leur processus décisionnel étant gravement perturbé. Le journal rapportait également que les dégâts causés aux infrastructures de communication avaient engendré paranoïa et lutte de pouvoir interne. Selon Volker Turk, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, cette guerre irresponsable a des répercussions disproportionnées sur les civils au Moyen-Orient et au-delà. Et au-delà, pardon. Il a évidemment pas tort. C'est sûr que voilà, c'est pas quelque chose de fou de dire ça, mais c'est vrai malheureusement. 138 000 sites civils en Iran ont été endommagés pendant le conflit et le temps estimé pour leur reconstruction est de 2 à 5 ans.
si la guerre ne continue pas, bien sûr. Alors que les États-Unis et Israël menaient des frappes conjointes contre des cibles militaires et institutionnelles iraniennes, la capitale iranienne serait devenue une ville fantôme, les civils craignant de sortir ou de se rendre à leur travail, ce qui se comprend également. Selon certaines informations, les prisonniers de la prison d'Evin reçoivent des rations limitées de pain et d'eau depuis le début du conflit, ce qui est horrible. Enfin, c'est une prison, certes, ils ont fait des mauvaises choses, mais bon. Quand tu vois que, par exemple, ils ont mis Cécile Colère et Jacques Paris, les Français qui étaient en Iran en prison sans raison, entre guillemets, imaginez-vous que il y a possiblement des gens qui sont en prison en Iran pour les mêmes raisons que Cécile Colère et Jacques Paris, qui sont en manque de nourriture et d'eau. En plus. Voilà. En plus des conditions misérables. Après, je sais pas si Evin c'est une prison de haute qualité ou pas. J'imagine que vu qu'on parle de l'Iran, même la haute qualité iranienne, c'est du niveau bas de gamme, peut-être du niveau SDF en Norvège. Voilà. Après les frappes, les écoles ont reçu l'ordre de fermer, tandis que les banques et les administrations sont restées ouvertes au ralenti. Voilà, évidemment les banques, hein. Les banquiers, vous devez bosser, bosser, bosser. Il y a un massacre dans votre pays? Ben non, vous bossez. Voilà. Bon, j'imagine que c'était du télétravail, mais bon, quand même. Les médias locaux ont indiqué que le métro et les bus continueraient de fonctionner, bien sûr. C'est sûr que tu as grave envie de prendre le bus en ce moment. Euh, Face à la nouvelle coupure quasi totale d'Internet en Iran, NetBlocks a rapporté que la connectivité avait chuté à 4% de son niveau habituel. Pas fou. Alors que cette coupure a dépassé 240 heures, la deuxième plus longue jamais enregistrée, le gouvernement a commencé à distribuer des cartes SIM blanches, contournant du coup les filtres à ses partisans afin de leur permettre de diffuser son message. Yes. À l'annonce de la mort de Khamenei, les forces de sécurité ont été déployées pour prévenir tout soulèvement, évidemment. Des images montrent des tirs sur des manifestants dans les rues et sur des personnes scandant des slogans derrière leurs fenêtres. Allez. C'est chouette comme pays, l'Iran, vraiment. Durant les 2 premières semaines de mars 2026, plus de 70 000 réfugiés afghans sont rentrés en Afghanistan. C'est sûr que quand les Afghans veulent rentrer chez eux en Afghanistan, tu sais que la situation est pas folle. Voilà. Souvent contraints de le faire, hein, aggravant ainsi la grave crise humanitaire que connaît le pays. Yes. Euh, Jean Bailly. Arafat Jamal, représentant du HCR en Afghanistan, a souligné que face aux affrontements militaires entre l'Afghanistan et le Pakistan, il disposait de peu d'options. Oui, c'est sûr que tu as le choix entre l'Iran qui est en guerre, le Pakistan qui est bof, pas loin de la guerre, la Chine qui est pas incroyable non plus, le Turkménistan, ouais, ou l'Ouzbékistan, mais je pense que c'est quasiment impossible de rentrer en Ouzbékistan. Je pense que ce serait clairement le meilleur choix en Ouzbékistan, mais c'est chaud de rentrer là-bas, carrément. Voilà, c'est un pays très isolé. Donc, selon The Guardian, journal américain également, la guerre a éclipsé les exécutions de prisonniers politiques en Iran, notamment celles de ceux impliqués dans les manifestations de masse de janvier 2026, hein, permettant ainsi à l'Iran de continuer à appliquer les condamnations à mort et autres peines sévères sans grand contrôle international. C'est sûr que je pense que quand tu es en guerre, enfin quand tu fais massacrer plutôt, si toi tu massacres des gens de ton pays, là on commence à un petit peu plus s'en foutre, hein. Tout va bien. Le 26 mars, des informations ont fait état de l'enrôlement possible d'enfants de 12 ans dans les rangs des partisans iraniens de l'effort de guerre, suscitant des inquiétudes quant à l'utilisation d'enfants soldats. Il y en avait déjà un du coup qui avait été tué, hein, forcément un enfant de 11 ans, là je vous avais dit. Voilà, donc c'est une honte, hein, c'est clairement une honte. Je pense que c'est pas quelque chose de dingue à dire que c'est honteux. Euh, voilà. Quelques jours plus tard, des organisations de défense des droits humains ont annoncé, du coup, je répète, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, la mort d'un garçon de 11 ans tué en service à un point de contrôle à Téhéran. Voilà, encore une fois, c'est top. Le 29 mars, des images ont montré les forces de mobilisation populaire irakiennes déployées en Iran. Selon le Wall Street Journal, Trump s'était montré ouvert à l'idée de soutenir des milices armées, notamment les Kurdes d'Iran, en conflit armé avec Téhéran depuis des décennies et historiquement alliés régionaux des États-Unis. Cependant, Trump a par la suite déclaré avoir exclu d'envoyer les Kurdes en Iran. Voilà, il dit des trucs et après le lendemain il dit ah non, non, en fait non.
De nombreux sites historiques et culturels, dont des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, ont été endommagés pendant la guerre. Encore une fois, ça paraît malheureusement assez logique. Le site le plus touché fut Tchel Sotun et ses riches galeries d'art, les Ayanekari si ça vous intéresse. Le 2 mars, une frappe sur la place Arg endommagea le palais de Golestan voisin, ce qui incita l'UNESCO à publier une déclaration de préoccupation. Malheureusement, je crois que c'est pas l'UNESCO qui va faire taire les frappes, enfin qui va faire arrêter les frappes américano-israéliennes. Mais bon. Le 5 mars, le complexe sportif Azadi fut bombardé également. Une frappe le 8 mars pardon, sur Falak Ol Aflak, marquée d'un emblème de bouclier bleu, endommagea plusieurs parties du site. Les frappes sur Ispahan le 9 mars endommagèrent la place Nakchejan, Sheel Sotun, du coup on en a parlé pardon, Ali Kapou, la mosquée du Shah, oui il y a aussi la mosquée du Shah à Ispahan, la mosquée de Jamé et le palais Taïmouri. C'est beaucoup. Le 11 mars, l'UNESCO appela à la protection des sites patrimoniaux iraniens et des sites inscrits au patrimoine mondial qui ont été endommagés ou sont fortement menacés par la guerre, ainsi que d'autres sites historiques en Israël, au Liban et dans tout le Moyen-Orient. Malheureusement, je crois que Trump en a absolument rien à foutre. Car moi, les patrimoines mondiaux de l'UNESCO, je crois que ça l'intéresse pas vraiment. Je crois qu'il s'intéresse autant à l'état de l'Union européenne et de l'OTAN que ça, que l'UNESCO. Donc autant dire pas beaucoup. Israël a décrété l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire, affirmant que les frappes contre l'Iran étaient les plus importantes jamais menées par le pays. C'est sûr que d'un seul coup, là, ils font un génocide de Gaza et maintenant ils sont en guerre en Iran. Ils se sentent pousser des ailes là. Vraiment, je crois que bientôt ils vont dégainer l'arme nucléaire. Je rigole, mais c'est pas drôle, hein, vraiment pas. Sachant que c'est moyennement une blague, moyennement un petit peu sérieux quand même. Donc voilà, rigolons pas trop là-dessus. Oublions. Les écoles et les lieux de travail israéliens ont été fermés et les rassemblements publics annulés. Ouais. Là, j'imagine qu'à Israël, les banquiers ne travaillent plus, par exemple. Et les bus non plus. Le coordonnateur israélien des activités gouvernementales dans les territoires a fermé plusieurs points de passage humanitaire dans la bande de Gaza. On se demande pourquoi, réellement. Enfin non, on se demande pas pourquoi, mais surtout que ça n'a absolument aucun rapport, donc bon, bref. Interrompant notamment la libre circulation pardon, à la frontière entre l'Égypte et Gaza. Allez, yes, nickel. Les forces israéliennes ont suspendu les mouvements humanitaires des Nations Unies et reporté les rotations prévues du personnel humanitaire international, y compris les évacuations médicales et le retour de personnes à Gaza, ce que le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a condamné. Yes. Les violences perpétrées par les colons israéliens contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée se sont intensifiées. Les colons ont profité des restrictions de circulation imposées lors du rétablissement de l'état d'urgence en Israël, hein, forcément. Le nouveau blocage de routes de Cisjordanie dans le contexte de la guerre du Liban de 2026, on en parlera peut-être un jour en tout cas, a retardé l'intervention des secours auprès des Palestiniens blessés. Le 10 mars, l'UE a déclaré que les agissements israéliens étaient inacceptables et a exhorté les autorités israéliennes à prendre des mesures immédiates pour prévenir les violences contre les civils palestiniens. Enfin, conformément au droit international, avertissant que l'impunité pour de tels actes risque de provoquer de nouvelles violences. Ils ont vraiment pas tort. Selon les autorités libanaises, plus de 1,2 million de Libanais, je répète, hein, soit plus d'un sixième de la population, ont été déplacés. Plus de 40 000 maisons ont été détruites dans le sud du Liban aussi. Les ordres d'évacuation émis par Israël au Liban concernaient une superficie de plus de 1470 km², soit 14% du territoire national. C'est absolument énorme. Vous imaginez 14% de la France, ça doit être la Corse, je pense, hein. Facile. Ce déplacement de population au Liban est considéré comme l'une des crises de réfugiés les plus graves et les plus rapides au monde. La guerre a exacerbé les problèmes économiques et humanitaires qui affectent le Liban depuis la crise financière de 2019 et l'explosion de Beyrouth en 2020. Les États arabes du Golfe Persique ont lancé une campagne de poursuite contre les civils et les ressortissants étrangers ayant partagé ou republié des rumeurs provenant de sources non vérifiées concernant les attaques iraniennes, dans le but affiché de lutter contre la désinformation susceptible de perturber l'ordre public. Voilà. La direction de la cybercriminalité de Bahreïn a également lancé une campagne d'arrestation de civils dans le pays.
qui compte une importante minorité chiite pour avoir prétendument exprimé leur soutien au bombardement iranien visant le royaume de Bahreïn. Ici, j'ai marqué minorité. En fait, je suis quasi sûr que le Bahreïn est un tout petit peu plus de 50% chiite. Je crois que c'est 56% chiite. Donc, c'est pas vraiment une minorité. Voilà. Je pense que la minorité, c'est surtout les chiites qui pensent que c'est une bonne idée d'attaquer le Bahreïn. Euh, et oui, du coup, cette direction a également qualifié ces activités de trahison et d'incitation à des actes hostiles contre l'État. Logique. Trump a également déclaré, et je ressors les guillemets, c'est reparti, même si nous savions que les pays du Golfe seraient touchés, ce n'est pas grave, nous avons fait ce que nous avions à faire. Traduction, Bahreïn, Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Émirats Arabes Unis, Oman, Irak, Liban, on s'en bat complètement les couilles, bien sûr, mais qui en a quelque chose à foutre de ces pays même, sérieusement. Mentalité Trump. Qui est surpris, qui pense ce genre de choses? Personne. Personne. Enfin bref. C'est maintenant l'heure de passer à l'autre type d'impact. Pas les impacts physiques, mais les impacts de la moula, les impacts économiques, parce qu'il y en a eu de beaucoup, beaucoup trop aussi. Dont un qui me paraît assez évident. Donc la guerre a eu des conséquences économiques mondiales, hein. Les prix du pétrole et du gaz ont flambé, voilà, exactement. Le transport aérien et le tourisme ont été perturbés et les marchés financiers ont tremblé. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie, l'AEI, à ne pas confondre avec l'AIEA, l'AIEA, ou je crois que ça. Celle-ci, celui-ci, pardon, le directeur s'appelle Fatih Birol. Il a qualifié la situation de plus grand défi de sécurité énergétique mondiale de l'histoire. Je veux bien le croire en soi, hein. Les prix du pétrole et du gaz naturel ont augmenté en réaction directe aux menaces iraniennes d'attaquer les pétroliers et autres navires, ainsi qu'aux frappes iraniennes contre les installations pétrolières des pays producteurs du Golfe. Voilà. 20% de la production mondiale de pétrole et de gaz transite habituellement par le détroit d'Ormuz. Au fil du conflit, les prix du pétrole et du gaz ont fluctué, les marchés tentant d'évaluer la probabilité d'une fin des hostilités. Évalué toujours, hein. Les prix ont oscillé entre moins de 70 $ avant la guerre et jusqu'à 139 $ le 7 mars. J'ai eu la flemme de transmettre en euros, mais faut se dire que dollar et euro c'est quasiment pareil. Donc en gros, on peut dire environ 70 € avant la guerre jusqu'à 139 le 7 mars. Les prix du gaz ont également augmenté vers la fin du mois de mars. D'importantes pénuries de produits pétroliers nationaux sont apparues en Asie du Sud-Est et les réserves s'épuisant. Il n'y a pas que la France qui a été touchée, hein, c'est partout. Les marchés boursiers ont d'abord chuté. Le Dow Jones Industrial Average perdant plus de 400 points, c'est-à-dire 1%, le 2 mars seulement, avant de se redresser et d'atteindre des sommets historiques à la mi-avril. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies et divers analystes économiques ont averti que la guerre entraîne des hausses importantes et durables des prix alimentaires mondiaux. Ça aussi, c'est une énorme catastrophe, le prix de la nourriture. La fermeture du détroit d'Ormuz a perturbé l'approvisionnement en engrais essentiels, menaçant la production alimentaire de nombreux pays. L'Institut des engrais a indiqué que près de 50% des exportations mondiales d'urée et de soufre transitaient chaque année par ce détroit. Une situation aggravée par la pénurie de gaz naturel, matière première essentielle à la fabrication des engrais azotés. L'espace aérien iranien s'est vidé de tout avion civil pendant le conflit. Bahreïn, l'Irak... Oulala, qu'est-ce que j'ai foutu? Pardon. L'espace aérien iranien s'est vidé de tout avion civil pendant le conflit. Donc Bahreïn, l'Irak, Israël, le Koweït, le Qatar, la Syrie, les Émirats Arabes Unis ayant tous fermé leurs espaces aériens respectifs. Certaines compagnies aériennes ont suspendu leur vol vers le Moyen-Orient, ce qui est logique. Le trafic maritime dans les détroits d'Ormuz, point de passage maritime crucial, je rappelle, pour le commerce mondial de l'énergie, est largement bloqué par l'Iran depuis le 28 février 2026. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis la date, l'année, pardon. Date à laquelle du coup les États-Unis et Israël, je rappelle au cas où vous avez toujours pas compris, ont lancé une campagne aérienne contre l'Iran et assassiné son guide suprême Ali Khamenei. Voilà, je me répète, je radote, je suis vieux. En représailles, l'Iran a mené des attaques de missiles et de drones contre Israël, des bases militaires américaines et des États du Golfe alliés aux États-Unis, yada yada. Donc, les gardiens de la révolution iranienne, les CGRI, on va les appeler comme ça, ont émis des avertissements interdisant le passage du détroit, ont arraisonné et attaqué des navires marchands et ont posé des mines sous-marines dans le détroit. Les avertissements iraniens et les attaques subséquentes contre des navires ont contraint les compagnies maritimes à suspendre leurs opérations dans le détroit. Oui, oui, bah oui, logique.
Voilà. J'ai rien d'autre à dire que logique. Franchement, il y a des trucs ici, c'est tellement obvious que voilà, je sais même pas pourquoi j'ai mis ça. Cette situation a entraîné une forte baisse du trafic maritime. Le trafic des pétroliers chutant d'abord d'environ 70% et plus de 150 navires mouillant à l'extérieur du détroit par précaution. Peu après, le trafic est tombé quasiment à zéro. Voilà. Le 27 mars, les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé la fermeture du détroit à tout navire se dirigeant vers ou depuis les ports des États-Unis, d'Israël et de leurs alliés. Environ 20 000 marins pardon, et 2 000 navires sont bloqués dans le golfe Persique en raison de cette fermeture. Voilà, c'est encore une fois énorme. 20 000 marins, imaginez. La décision de l'Iran constitue une violation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, car elle interdit le transit dans un détroit utilisé pour la navigation internationale. Voilà. Donc c'est des criminels plus. Face aux craintes de pénurie d'approvisionnement prolongée, les prix du pétrole ont grimpé plus vite que lors de tout autre conflit de l'histoire récente. Hein. Vraiment, c'est hard. Euh, et tout autre conflit de l'histoire récente, on mentionnera la guerre en Ukraine. Hein. Le prix du Brent a dépassé les 100 dollars, donc 100 euros, le baril le 8 mars 2026 pour la première fois en 4 ans, atteignant un pic à 126 euros le baril. Yes. La plus forte hausse mensuelle jamais enregistrée pour le pétrole a eu lieu en mars de cette année d'ailleurs. Hein. La fermeture du Détroit a constitué la plus importante perturbation de l'approvisionnement énergétique mondial depuis la crise énergétique des années 1970, qui parmi les gens qui regardent cette vidéo s'en rappellent clairement pas moi, est la plus importante de l'histoire du marché pétrolier mondial. Voilà. C'est franchement pas mal. On bat des records dans cette vidéo, hein. Vraiment on bat des records, record sur record. Parmi les autres matières premières ayant subi des perturbations d'approvisionnement et des hausses de prix dues à cette crise figurent l'aluminium, les engrais et l'hélium. Le 9 mars 2026, le président américain Donald Trump a affirmé à tort que l'armée iranienne avait été détruite et que le détroit d'Ormuz était rouvert. On y croit, déclarant que les États-Unis en prendraient le contrôle. Parce que c'est lui qui dirige, en fait. Au cas où vous n'avez pas compris, c'est lui qui choisit tout dans le monde. Voilà, c'est lui. Il a dit non, le détroit d'Ormuz, c'est à moi. Voilà. Du coup, c'est à lui. Il a aussi changé le nom du golfe du Mexique à golfe d'Amérique. Voilà, ça c'est une petite décision comme ça, il s'est dit, tiens, voilà, fun. Enfin bref. Le 15 mars, il a exigé l'aide de l'OTAN et de la Chine pour ouvrir le détroit. Voilà. Donc, évidemment, il dit oui, le détroit est ouvert, le détroit machin, on le contrôle. Et après, il va demander à l'OTAN et à la Chine de les aider, ses petits potes, voilà, hein, clairement, à l'aide. J'ai fait une connerie et j'arrive pas à avouer mes erreurs. Fin mars, Trump a menacé à plusieurs reprises de détruire les infrastructures iraniennes si le détroit n'était pas ouvert. Il contrôle rien du tout, ça veut dire. Le Yémen, contrôlé par les Houthis, a menacé la navigation dans le golfe d'Aden et la mer Rouge. C'est très important aussi ce passage, vraiment. Si c'est aussi fermé, c'est la grosse merde dans le monde, vraiment. Ça veut dire que là, le Yémen est en situation de force, mais intersidérale. C'est-à-dire que s'il ferme le golfe d'Aden, euh, si vous voulez, en fait, le golfe d'Aden, on est obligé d'y passer pour aller dans la mer Rouge et donc prendre le détroit de Suez, le canal de Suez, pardon. Et donc, pour faire ce qui s'appelle éviter de contourner toute l'Afrique comme il avait fait Vasco de Gama dans les années 1400 ou 1500, je sais plus. Donc, autant dire que si le Yémen ferme, en plus de la fermeture du coup des Hormuz par l'Iran, si le Yémen ferme le golfe d'Aden ou juste l'accès à la mer Rouge, hein, ben c'est caca, voilà, c'est très caca. Ces menaces avaient été suspendues depuis le 10 octobre 2025 d'ailleurs. Les menaces proférées en mars par le chef Houthi Abdelmalik al-Houthi, oui il s'appelle al-Houthi, oui carrément, n'avaient pas interrompu le trafic maritime en mer Rouge à la mi-avril, même si ce dernier restait inférieur au niveau historique après l'effondrement survenu en 2024 suite aux attaques Houthi. Voilà. Le 15 mars, l'Associated Press a rapporté que les stocks d'armes des Houthis s'amenuisaient en raison des attaques répétées contre Israël, tandis que l'Iran n'était pas en mesure de les réapprovisionner du fait du conflit. Trois centres de données d'Amazon Web Services aux Émirats Arabes Unis, ont été touchés et endommagés par des frappes de drones, provoquant des interruptions de services dans l'infrastructure web au Moyen-Orient. Deux de ces centres ont subi d'importants dégâts structurels avec des étincelles et des incendies, et un niveau d'eau interne atteignant 4 cm.
La situation a été aggravée par la défaillance des systèmes de refroidissement et de ventilation. Début mars, l'infrastructure web essentielle, notamment le stockage S3, les instances de calcul EC2 et les bases de données DynamoDB, je ne sais pas ce que je raconte, a été totalement paralysée. L'Iran a coupé l'accès à Internet à sa population pendant toute la durée du conflit parce que, évidemment, sinon c'est pas drôle. Sinon, il pourrait dire de la merde sur l'Iran et tout sur Twitter, c'est chiant. Enfin, sur X, pardon, on dit X maintenant, on est des jeunes ou quoi là, c'est moderne X, c'est grave. La génération X, pardon, c'était à 70 ans, faut comment dire. Bref, les utilisateurs qui ont pris le risque potentiellement mortel d'introduire clandestinement des terminaux Starlink dans le pays ont conservé un accès limité. Et maintenant, c'est l'heure de... Est-ce que c'est la dernière partie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est la dernière partie? ASMR. C'est pas la dernière partie. C'est l'heure de l'avant-dernière partie. Eslon trait. Enneigmar trait. Faut-il quand même que je fasse ça? Oui, il me reste combien de pages? Il me reste 20 pages à lire. Voilà. Depuis le début, calmez-vous. On a lu genre 60 pages. Vraiment, on a speed up, donc vous inquiétez pas. Cette vidéo va durer 2 heures, mais c'est pas grave. Combiner toutes les vidéos là, toutes les parties que j'ai fait sur cette vidéo là, ça va durer 8 heures. C'est ok. Bref. Maintenant, c'est l'avant-dernière partie, les réactions à l'international. Voilà comment les gens ont réagi à cette guerre. Donc c'est parti. Déjà, le ministère iranien des Affaires étrangères a promis une riposte après les frappes de forces iraniennes sur des bases américaines dans le golfe Persique. Euh, le Conseil suprême de sécurité nationale a déclaré que l'Iran avait été la cible d'une opération aérienne brutale menée par les États-Unis et Israël, ajoutant cela se produit une fois de plus en pleine négociation et l'ennemi croit que la nation iranienne résiliente capitulera face à ses exigences mesquines par ses actes lâches. Ça dénonce. Là, clairement, ça dénonce. Hein. Plus de temps de niaiser, là, ça dénonce, ça dénonce, ça dénonce. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, on va en reparler de lui aussi, a qualifié les attaques de totalement injustifiées, illégales et illégitimes et a affirmé que l'Iran poursuivrait ces attaques tant qu'il se défendrait. C'est la partie où il y a le plus de guillemets, parce que c'est que des citations, globalement. Le vice-président Aref a déclaré que la voie vers la justice sociale ne serait ni entravée ni stoppée par aucune attaque de missiles. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré que si les États-Unis et Israël n'étaient pas tenus responsables de leurs actes, l'ordre mondial serait ébranlé. Pezeshkian a ajouté que les États-Unis devraient emporter leurs exigences de capitulation sans condition dans la tombe. Voilà. Il utilise un vocabulaire extrêmement amical. Il a d'abord présenté ses excuses pour les attaques contre les pays voisins, invoquant un manque de communication au sein de ses rangs, bien sûr. Il a ensuite déclaré que l'Iran devait cibler les pays dont le territoire avait été utilisé pour attaquer son territoire. Les autorités iraniennes ont rejeté la tentative de Trump de s'immiscer dans les plans de succession du gouvernement. Le 19 mars, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Begael, a accusé les États-Unis et Israël d'actes terroristes suite à la mort de hauts responsables, qualifiant ces attaques de guerre illégale. Beaucoup de guillemets en effet. Il a affirmé que les installations militaires australiennes étaient des cibles légitimes en raison du déploiement d'un avion de surveillance et de son personnel aux Émirats arabes unis. Le 20 mars, Abol Fazl Shekarchi a averti le personnel américain et israélien que l'Iran surveillait les déplacements de responsables commandants et pilotes au-delà des zones de conflit actives et a prévenu que les lieux publics de loisirs ne seraient plus sûrs pour eux. Trop bien. L'Iran a nié avoir ciblé l'Azerbaïdjan, la Turquie et Oman, attribuant ces attaques à des opérations sous faux drapeau israéliennes. Voilà, ils adorent ça, les opérations sous faux drapeau, vraiment c'est leur passion. Le vice-président Mohamed Reza Aref a qualifié l'utilisation présumée d'une bombe anti-bunker lors de l'attaque contre l'université de symbole de la folie et de l'ignorance de Trump. Là, je ne peux que approuver. Je m'en fous de si c'est vrai ou pas, je ne peux que approuver de ce qu'il a dit, le monsieur Aref. Mohamed Reza Aref. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Kazem Garibabadi, c'est un nom très drôle, je suis désolé, mais j'en peux plus de ces gens qui ont des noms drôles aussi, ça me fait rire. Donc bref, monsieur Garibabadi, il a condamné ce qu'il a appelé le ciblage répété de sites historiques et culturels en Iran, le qualifiant d'atteinte à une partie de l'identité Quoi d'atteinte à une partie de l'identité civilisationnelle iranienne. Je ne savais pas que le mot civilisationnel existait. Allez. Araghchi a qualifié la frappe contre un dépôt de carburant de Téhéran d'écocide. Le gouvernement iranien a déclaré avoir levé les règles et restrictions à l'importation et à l'exportation et a annoncé que le carburant et les médicaments étaient facilement disponibles.
La Poste nationale a temporairement suspendu la distribution des colis. Ça me paraît logique. Je pense que Colissimo, ils ont pas que ça à foutre. Tous les événements sportifs ont été annulés. Encore une fois, voilà, FIFA, calme-toi. Les pèlerins iraniens du Hajj sont rentrés par voie terrestre. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que l'objectif des frappes était d'éliminer la menace existentielle que représente le régime terroriste iranien. J'aime beaucoup l'utilisation du mot terroriste là-dedans. Ils aiment pas les terroristes, Israël. Voilà. Est-ce que je vais me faire cancel par YouTube si je dis terroriste trop de fois d'affilée? Terroriste, 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 voilà. Je suis cancel. Affirmant que allez, je recommence. Affirmant que notre action conjointe permettra au courageux peuple iranien de prendre son destin en main. Courageux peuple israélien. Iranien, non, pardon, courageux peuple iranien. C'est beau, c'est beau, c'est magnifique. Moi j'applaudis. Voilà. C'est tout ce que vous aurez de moi, un applaudissement. Donc, le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, donc d'Israël toujours, hein, a déclaré qu'une action militaire contre l'Iran était urgente malgré les risques importants encourus, ajoutant qu'un retard aurait permis au régime iranien d'atteindre une formule d'immunité pour son programme nucléaire, ainsi que de se lancer dans la production en masse de missiles balistiques à longue portée. Pourquoi j'ai mis une citation aussi longue? J'en ai marre. Je ne sais pas parler en plus. Benjamin Netanyahu a été le premier à annoncer et à célébrer l'assassinat, déclarant, déjà je trouve ça très drôle, vraiment c'est le premier qui a dit ouais, je suis heureux là, il est mort. Donc il a déclaré pendant 47 ans, le régime des ayatollahs a scandé mort à Israël et mort à l'Amérique. Il a versé notre sang, assassiné de nombreux Américains et massacré son propre peuple. Il a pas tort. J'irai pas jusqu'à célébrer. J'irai pas jusqu'à faire la fête. J'irai pas jusqu'à faire un bar mitzvah au final. Euh, c'est tout. Ce sera tout. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a célébré la mort de l'assassin, bien sûr, déclarant celui qui a agi pour détruire Israël a été détruit, justice a été rendue et l'acte du mal a reçu un coup fatal. Trop bien. Le 29 mars, Yuli Edelstein a déclaré que les frappes avaient fait reculer l'Iran de plusieurs années, mais qu'elles n'avaient pas encore permis d'éliminer la menace iranienne. Voilà. Donc en gros, on vous renvoie quelques années en arrière. Voilà, vous êtes encore plus retardé que vous ne l'étiez. Ça n'empêche que vous êtes toujours une menace, du coup on va vous ramener à l'âge de pierre au final. Les dirigeants de l'opposition ont également apporté leur soutien à ces frappes. Un sondage réalisé en mars 2026, donc cette année, hein, je rappelle, pour ceux qui ne seraient pas au courant, on est en 2026, voilà, je vous le dis comme ça. Par l'Institut israélien de la démocratie, l'IDI, du coup, a révélé que 82% du public israélien soutenait les opérations militaires en cours, donc 93% des Israéliens juifs et 26% des Israéliens arabes. On se demande pourquoi les taux des Israéliens juifs qui veulent cette guerre est 8000 fois plus élevé que celui des Israéliens arabes. Je me demande vraiment. Réelle question. Pas du tout. Le président Donald Trump a déclaré que l'attaque américaine contre l'Iran visait à empêcher cette dictature radicale et perverse de menacer l'Amérique et à éliminer les menaces imminentes émanant de l'Iran, ajoutant pendant 47 ans, le régime iranien a scandé mort à l'Amérique et mené une campagne incessante de massacres et d'effusions de sang ciblant les États-Unis, nos troupes et les populations innocentes de nombreux pays. Ils reviennent sur le truc de pendant 47 ans, le régime iranien a scandé mort à l'Amérique et mort à Israël, quand même, hein. C'est sûr que vraiment, ils ont retenu la date et tout. Ils se sont dit 47 ans, là, c'est le 47e anniversaire de ils disent mort à Israël et à l'Amérique. Mais cool. Il a laissé entendre qu'un changement de régime était un objectif et a appelé les Iraniens à renverser leur gouvernement. Il le faisait déjà avant. Ils n'avaient pas besoin de ton aide au final, hein. Trump a également affirmé que les négociations avec l'Iran seraient facilitées après l'assassinat d'Ali Khamenei. Lorsque l'Iran a riposté en fermant le détroit d'Ormuz et en lançant des frappes contre des alliés arabes du Golfe, Trump a déclaré que personne ne l'avait averti et que personne ne s'y attendait. Nous avons tous été choqués. Sure, évidemment, for sure. Euh, il a été révélé par la suite que le président avait été informé de cette probable riposte iranienne. Voilà. Il ment comme il respire, c'est fou. Quoique, il ment plus qu'il respire, je pense, parce que là, à son bel âge, je pense qu'il respire plus tout seul. Enfin, ça m'étonnerait en tout cas, hein. Enfin bref. Le 6 mars, Trump écrivait il n'y aura d'accord avec l'Iran qu'une capitulation. Hein. J'ai compris le sens de la phrase. Il n'y aura d'accord avec l'Iran qu'une capitulation sans condition. En gros, traduction. Comment dire si vous voulez pas capituler, on vous nique. C'est ça la traduction.
Le 9 mars, il a affirmé que la guerre est pratiquement terminée et prétendait, à tort, que l'armée iranienne avait été anéantie et que les détroits d'Ormuz étaient rouverts. À tort, c'est très important parce que au final, il a dit oui, 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 c'est terminé. Non, du tout. 5 jours plus tard, il a appelé les alliés des États-Unis et la Chine, du coup, à envoyer des navires de guerre pour aider à la réouverture du détroit. Je vous ai déjà dit tout ça, hein. Trump a ensuite affirmé à plusieurs reprises que les États-Unis et Israël avaient gagné, gagné la guerre, tout en maintenant que les États-Unis n'avaient pas encore atteint leurs objectifs. Quels sont leurs objectifs, du coup, s'ils ont déjà gagné? Belle question. Très belle question, je n'ai pas la réponse, malheureusement. Il a nié avoir jamais appelé à un changement de régime. Le président a également affirmé à plusieurs reprises que l'armée iranienne avait été détruite, alors même qu'elle continuait de lancer des attaques. Voilà. Elle a été détruite, mais elle nous attaque toujours. C'est beau ça, hein. C'est des fantômes, je crois. Pas sûr, mais je crois que c'est des fantômes. Il a oublié de le préciser. Fin mars et début avril, Trump a lancé à plusieurs reprises des ultimatums à l'Iran, encore. J'ai envoyé ce crack. Menaçant de détruire les infrastructures civiles du pays et de bombarder jusqu'à l'âge de pierre, comme je vous avais dit tout à l'heure. Vraiment, c'est des mots de Trump. Il a dit ça. Je trouve que c'est une honte internationale, ça, par contre. S'il ne concluait pas d'accord avec les États-Unis et ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz. Voilà, il a 5 ans. 4 et demi, on est gentil. Écart. Aux États-Unis, les réactions étaient probablement, étaient globalement négatives, mais marquées par des civils, ça ne veut rien dire, par des clivages partisans. La majorité des républicains soutenaient la guerre, tandis que la majorité des électeurs démocrates et indépendants s'y opposaient, et le ciel est bleu et l'herbe est verte. Voilà. Les commentateurs politiques étaient tout aussi partagés, même si certains commentateurs de droite influents, comme Matt Walsh, s'y opposaient. Ça, c'est surprenant. Le conseil de gouverneurs de l'AIEA a convoqué une réunion d'urgence le 2 mars à la demande de la Fédération de Russie. Voilà. L'AIEA a exprimé sa profonde préoccupation face aux attaques contre les installations nucléaires de Boucher. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a condamné ces attaques également, on se demande pourquoi. Le secrétaire général d'Amnesty International a qualifié ces actes de potentiels crimes de guerre. Potentiel, je ne sais pas. Amnesty International. Euh, Selon Luis Moreno Ocampo, procureur en chef fondateur de la Cour pénale internationale, la CPI, la guerre était comparable à la guerre menée par la Russie en Ukraine. En vrai, un petit peu, je suis d'accord avec lui. Ajoutant que le monde passait d'un système fondé sur des règles à un règne de l'homme, ce qui n'est pas viable. Voilà, j'ai utilisé beaucoup de guillemets. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil, Antonio Costa, ont qualifié le conflit de très préoccupant. Tu m'étonnes. Et ont appelé à la retenue. Tu m'étonnes. Le 1er mars 2026, Ursula von der Leyen a plaidé pour une transition crédible du pouvoir. J'aime beaucoup le mot crédible. Je trouve que von der Leyen, c'est une personne qui est premier degré très drôle. Elle a beaucoup d'humour. Voilà, je dis ça, je place ça comme ça. Vous en faites ce que vous voulez. Un porte-parole a déclaré que l'OTAN suivit la situation de près, tandis qu'un haut responsable a affirmé que la vigilance de l'OTAN était renforcée. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré que l'Europe soutenait la guerre, bien sûr, car l'Iran constituait une menace. Il a également ajouté qu'il était convaincu que les États-Unis savaient ce qu'ils faisaient. Ils savent ce qu'ils font. Laissez-les faire. Ils savent. Ils se rebellent, tout simplement. C'est parce qu'en fait, je crois qu'ils sont en train d'avoir une crise d'adolescence. L'Iran a fait une crise de la quarantaine, eux ils font une crise d'adolescence, les États-Unis. Voilà. Certains pays ont exprimé leur soutien aux actions israélo-américaines, notamment, là je fais que citer les pays du coin. L'Argentine, l'Ukraine, l'Albanie, la Tchéquie, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Paraguay et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Avec tout le respect que j'ai pour le peuple ukrainien, je les respecte à fond, vraiment, je les soutiens à fond dans cette guerre. Je trouve ça ultra culotté de dire ah oui, vous avez raison, allez attaquer l'Iran. Nous, on se fait buter par la Russie, on n'aime pas ça, par contre, les autres, ils peuvent. Ok, ben trop cool. C'est bien. C'est bien de montrer son soutien à un massacre, quand nous-mêmes on se fait massacrer. C'est un peu con. Même le Kosovo qui dit pareil, mais je suis désolé, mais autant dire que vous voulez directement vous faire massacrer par la Serbie, en fait. Enfin, vous le demandez, là. Vous demandez au président serbe, et attaque-nous, de suite. Enfin bref, voilà. Et aussi parmi d'autres pays qui ont fait des déclarations de soutien moins explicites. Voilà. Sous-entendu,
Moi, je sais pas. J'ai pas d'idée. Bon, sous-entendu, l'Arabie Saoudite, voilà. On va dire ça comme ça. La guerre a été condamnée par les partis progressistes et de gauche, ainsi que par les syndicats, les organisations pacifistes et certains partis d'extrême droite à travers le monde. Certains partis d'extrême droite. Certains mouvements d'extrême droite du groupe des conservateurs et réformistes européens, tels que l'AfD en Allemagne, le Vlaams Belang, là je sais pas où c'est, peut-être en Belgique. L'ANO, je ne sais pas où c'est non plus. Le Rassemblement national, là on sait où là on sait où on est là. Là c'est la patrie là. Frères d'Italie, je me demande bien où ils peuvent être ceux-là, etc. Hein. On critiquait la guerre, la jugeant contraire au droit international et aux intérêts nationaux des pays européens, tandis que d'autres, tels que Vox en Espagne, Reform UK, encore une fois je me demande où c'est, le Fidesz en Hongrie, on en a entendu beaucoup parler. J'hésitais d'ailleurs à faire ma vidéo résumé d'avril sur la Hongrie, sur cette élection mythique, mais je pense que je vais pas faire ça. Je pense que je vais faire un autre truc à la place. Mais ouais, j'hésite à en parler. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo un peu bonus sur la Hongrie. Moi, ça m'intéresse en tout cas. Et enfin, il y a aussi droit et justice, là, je sais pas d'où ils sont, ont soutenu les actions menées au nom du monde libre. Yes. Après s'être initialement opposés à la guerre, les pays du Golfe ont exhorté les États-Unis, le 16 mars, à neutraliser l'Iran en raison des frappes iraniennes sur leur territoire. Au début, c'était en mode non, après l'Iran, ils les ont frappés, ils ont fait oui, vas-y. Le 19 mars, plusieurs États arabes ont demandé une discussion au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies concernant les frappes iraniennes contre des civils et des infrastructures énergétiques dans la région. Allez. Les représailles iraniennes ont été condamnées par Bahreïn, Chypre, l'Égypte, l'Inde, le Koweït, l'autorité palestinienne, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Syrie, la Turquie, les Émirats réunis, ainsi que par plusieurs autres pays de l'UE, et par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni qui ont publié une déclaration commune. Ça fait beaucoup de monde qui n'est pas content. Le Royaume-Uni a autorisé les États-Unis à utiliser des bases militaires britanniques à des fins défensives. Euh, Moyen, tout ça. Le Portugal a autorisé les États-Unis à utiliser la base aérienne de l'AGES à des fins défensives. Et la France a déployé son porte-avions en Méditerranée. Comment il s'appelle déjà le porte-avions? J'ai oublié comment il s'appelait. Il a un nom pas ouf, je crois. Enfin bref. L'Irlande, la Slovénie et le Vatican ont également condamné ces mesures. Voilà, le Vatican. Depuis quand ils sont importants en politique, je ne sais pas. Au final, après, bon, sûr que quand on compare le Vatican, dans ce cas même là, il y a le pape, il est assez important le pape. À la Slovénie, j'aime beaucoup la Slovénie, c'est un pays magnifique. Euh, c'est pas utile de dire ça clairement. Je pense que les États-Unis ils s'en foutent un peu que la Slovénie les soutienne en fait. Bref. Donc l'Irlande, la Slovénie et le Vatican ont également condamné ces mesures, ou les soutiennent pas du coup plutôt. L'Espagne a refusé d'utiliser ses bases militaires pour les vols américains liés à l'offensive. C'est pour ça que j'aime l'Espagne. Pas Vox, j'aime pas Vox, j'aime juste le reste de l'Espagne. Le 20 mars 2026, le Royaume-Uni a autorisé les États-Unis à utiliser des bases britanniques pour attaquer des sites de missiles iraniens visant des navires dans le détroit d'Ormuz. Ils disent bien fort hein, qu'ils sont contents. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est la guerre en Irak 2.0, c'est juste qu'ils ont changé une lettre à Irak. C'est tout. Le Canada s'est abstenu de participer à la guerre menée par les États-Unis contre Israël en Iran. Le 5 mars 2026, la France a autorisé l'utilisation de ces bases. Merci Macron. L'Afrique du Sud, l'Azerbaïdjan et le Liban ont eu des réactions mitigées, voire ont lancé des appels à la paix. Ce que je peux comprendre, je me demande qui c'est qui a bien pu lancer des appels à la paix, peut-être le pays qui est en train de se faire massacrer en silence. Je dis ça comme ça. Au Pakistan, l'armée a été déployée pour contenir l'escalade de la violence lors de manifestations pro-iraniennes dans les villes de Gilgit, j'aime beaucoup ce nom, et Skardu, j'aime beaucoup ce nom aussi, au nord du pays, notamment après l'attaque le 1er mars par des manifestants chiites des bureaux du groupe d'observateurs militaires des Nations Unies au Cachemire pakistanais. Une intervention similaire a eu lieu dans le Sindh lors de l'attaque du consulat américain à Karachi. C'est une très grande ville pakistanaise, peut-être la plus grande. Mais je sais pas si Lahore c'est plus grand ou pas. C'est soit Lahore, soit Karachi. Des mouvements de troupes ont été observés entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan en raison de l'accord de défense stratégique mutuelle qui lie les deux pays, pardon. Lequel stipule que toute agression contre l'un des deux pays sera considérée comme une agression contre les deux. C'est un plutôt beau pacte. Le 11 mars 2026, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2817 présentée par Bahreïn. Ça, c'est fou. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ce soit Bahreïn qui fasse changer les idées des Nations Unies, enfin qui disent en gros aux Nations Unies, il faut se bouger le cul et qui disent ok, ok. Donc les Nations Unies, je récapitule, ont peur de Bahreïn. Cool. Donc cette résolution qui a appelé l'Iran à cesser ses attaques contre les États du Golfe et condamné ces frappes comme une violation du droit international. La résolution cependant ne mentionnait pas les frappes américo-israéliennes contre l'Iran et le Liban. Parce que bien sûr.
On entame pardon, maintenant notre dernière partie qui fait environ 4 à 5 pages, les efforts diplomatiques. Ce sera la partie un peu la plus joyeuse, on va dire, entre beaucoup de guillemets quand même, hein, parce que bon, effort, c'est bien que c'est des efforts, on a compris. Mais bon, c'est quand même un bon début, on va dire. Donc, le 1er mars 2026, Trump affirmait que les dirigeants iraniens souhaitaient reprendre les négociations et qu'il y avait pardon, consenti. Or, Ali Larijani, on y revient, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, du coup il est décédé depuis, hein, vous avez compris, avait exclu toute discussion. Le 6 mars, Trump a écrit il n'y aura d'accord avec l'Iran qu'une capitulation sans condition, je rappelle. Hein. Le 21 mars, il était rapporté que les États-Unis se préparaient à des pourparlers de paix assortis de 6 exigences. Cependant, l'Iran refusait de négocier et avait déjà rejeté plusieurs de ces exigences. Le 23 mars, Trump a reporté l'ultimatum qu'il avait lancé concernant la réouverture du détroit d'Ormuz, évoquant des conversations très bonnes et productives avec l'Iran. On est ravi de l'apprendre. Sauf que, non, pardon, c'est pas encore. Il a affirmé que les États-Unis s'étaient entretenus avec une personnalité de haut rang en Iran. Sauf que l'agence de presse Farce, affiliée au Gardien de la Révolution, a rapporté qu'aucune négociation n'avait eu lieu. Voilà, il manque comme respire, je le redis. L'agence de presse Tasnim, également affiliée au Gardien de la Révolution, a suggéré que les États tentaient de semer la division en Iran en proposant des pourparlers secrets avec seulement une partie de l'établissement politique Iran international proche de l'opposition iranienne, a suggéré que Trump entretenait délibérément le flou et ne révélait pas l'identité des Iraniens avec lesquels il négociait, afin du coup de semer la méfiance et la discorde au sein du régime iranien. Je pense qu'il est un peu trop smart enfin qu'il est pas assez smart pour ça, pardon. C'est un peu trop smart pour lui, on va dire. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré examiner les propositions américaines transmises par l'intermédiaire de médiateurs. Ebrahim Zolfagari, porte-parole du quartier général central de Katamalanbiya, ouais, truc comme ça, a rejeté les négociations et a déclaré que les États-Unis devaient accepter que la stabilité régionale soit garantie par les forces armées iraniennes. Voilà. Le 25 mars, des responsables pakistanais ont transmis à l'Iran une proposition à 15 points émanant des États-Unis. On a déjà parlé de cette proposition du coup. Cette proposition comprenait l'arrêt du programme nucléaire iranien, la limitation du nombre de missiles iraniens, la réouverture du détroit d'Ormuz, la restriction du soutien apporté par l'Iran aux groupes armés et un allègement des sanctions imposées à l'Iran. Les Iraniens ont rejeté cette proposition et ont formulé une contre-proposition en 5 points, exigeant notamment la fin des attaques américano-israéliennes contre l'Iran et les forces pro-iraniennes au Liban et en Irak, des garanties de sécurité pour prévenir toute future agression israélienne et américaine, des répartitions de guerre et la reconnaissance internationale de la souveraineté iranienne sur les détroits d'Ormuz. Mais les États-Unis ont également rejeté cette proposition. C'est la fin de cette vidéo. Oh putain, waouh, mais c'était... C'est-à-dire 1h30, je crois. J'ai pas le temps sur mon écran là, mais je crois que ça fait vraiment 1h30, j'ai mal au dos. Bref. Pour vous donner du coup des petites nouvelles de ce qui se passe en ce moment en Iran. Il y a théoriquement un cessez-le-feu au Liban et en Iran. Les États-Unis respectent ce cessez-le-feu avec l'Iran, ce qui est bien. Et ils respectent aussi celui avec le Liban, ce qui est bien. Malheureusement, Israël n'ont pas compris le principe de cessez-le-feu parce qu'ils continuent d'attaquer le Liban. Ils attaquent pas l'Iran, ce qui est déjà un plutôt bon signe entre guillemets, mais le Liban était clairement indiqué dans le cessez-le-feu. Parce qu'à la base, il y avait un autre cessez-le-feu, mais qui n'incluait pas le Liban, pardon, et du coup, l'Iran n'était pas content. Voilà. Et du coup, Trump a recréé entre-temps un cessez-le-feu en disant bon, ok, si vous voulez, on en fait un où il y a le Liban, nous on s'en fout, enfin, Liban ou pas Liban, bah les couilles. Sauf qu'Israël ne peut pas accepter cette réalité, ne peut pas s'empêcher de bombarder le Liban, voilà. Rien que je sais pas si c'était hier ou si c'était aujourd'hui. Quand je dis hier ou aujourd'hui, c'est avant-hier ou hier pour ceux qui regardent, parce que là, je me rends compte qu'en fait, il est 19h44 et que je n'aurai pas le temps de passer cette vidéo le 26. Elle sortira donc le 27 en toute logique. Euh, voilà, donc c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Ça veut dire que ça stagne, ça commence à se calmer. Ça va reprendre, je pense, dans 2 semaines facile, ou voire une semaine, voire demain. Donc aujourd'hui, pour ceux qui regardent la vidéo du coup le jour où elle sort. Voilà, merci d'avoir regardé. On a officiellement récapitulé le mois de mars. Il était très chaud ce mois de mars. Je pense que ça va être l'événement le plus marquant de 2026. C'est déjà arrivé que les événements les plus marquants d'une année se passent aussi tôt. Je pense notamment à 2022, la guerre en Ukraine.
Après, en 2023, c'était en octobre, du coup. 2024, c'était carrément en décembre avec la Syrie qui a changé de gouvernement. Enfin, comment dire, le renversement du gouvernement syrien. 2025, en vrai, je sais pas ce que c'était le plus gros événement de 2025, c'est un peu dur à dire. C'était un peu une année où il s'est pas passé grand chose, j'ai l'impression. Enfin, niveau à portée internationale absolument mondiale, vraiment énorme, il s'est pas passé grand chose, j'ai l'impression. Donc, c'est bien, ça nous a fait une pause, mais bon. Là, ça reprend, une autre guerre, on est absolument ravis. Voilà, on en reparlera plus de cette guerre, on en reparlera déjà dans la vidéo résumée de l'année 2026. Évidemment, on y passera du temps dessus. On en reparlera probablement dans d'autres mois à venir, d'autres vidéos récapitulatives de certains mois, notamment avril. Je pense qu'avril, il n'y aura pas grand chose d'autre à dire, hein, sincèrement. À moins que vous vouliez qu'on parle de la mission Apollo, je sais pas combien, qui a quitté pour la Lune, là, qui va faire l'orbite de la Lune. Ou que vous voulez qu'on parle de la Hongrie, moi ça me dérange pas non plus. En vrai, parler de la Hongrie, là, franchement, ça me ferait une vidéo beaucoup plus courte. Mais clairement, je n'ai plus de voix déjà et jamais je ne refais une vidéo aussi longue, d'accord? C'est clair et net, ça c'est plus jamais. J'aurais dû la faire en trois parties. J'en ai marre, j'ai envie de partir, j'ai hâte de rentrer chez moi, mais j'ai déjà chez moi donc c'est bien. J'ai juste envie d'aller dormir ou graille ou aller aux toilettes, ça c'est plus personnel. Du coup, je vais vous laisser là. Je vais vous dire à la semaine prochaine pour un pays sur 10. Ouais, une vidéo courte parce que là j'aurais pas envie de faire le résumé d'avril maintenant. Je le ferai dans 2 semaines. Donc, prochaine vidéo, P sur 10. Je sais pas si c'est le jour national ou le jour d'un pays. Si c'est le cas, je ferai une vidéo dessus. Sinon, je ferai un petit vote. Ou sinon, j'oublierai et je prendrai la deuxième place du dernier vote et je ferai le pays sur 10 dessus. Enfin bref, tout ça pour vous dire à la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle était pas trop longue. J'espère que vous l'avez regardée en plusieurs parties parce que sinon, vous êtes probablement décédé à ce moment-là. En ce moment même, pardon. Et voilà. Et je vous souhaite tout le meilleur. Bonne matinée, bon appétit, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, bonne fin de n'importe quel moment de la journée dans lequel vous êtes. Voilà. Mettez un like. Si vous venez du Luxembourg, mettez des emojis bananes dans les commentaires. Je sais pas ce que je raconte, je suis en train de perdre des neurones. À la semaine prochaine. Pour un pays sur 10, ça va nous faire du bien tous. Bye les papayes.